Bon voilà, c'est parti. On démarre de la cabane et on va aller faire un tour du terrain. On va commencer par en bas, tiens. On va commencer par en bas parce que... Ah, juste un truc, n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, je vais mettre toutes les personnes qui m'ont posé des questions à propos de jardinage, de permaculture, de terrain, d'autonomie, etc., etc. Et donc je vais mettre l'indicatif, enfin le pseudo YouTube à la fin de tous les gens qui sont en train de m'inspirer cette vidéo. Donc, eh ben, on commence par en bas. On commence par ici, tiens, voilà. Alors ça, c'est les framboisiers. Regardez un petit peu. Il y en a pas, il y en a, je sais pas, il y en a là-bas, il y en a sur 10 mètres, 20 mètres, allez, on va dire 50 mètres carrés. J'ai commencé ce carré de framboisiers il y a combien? Il y a peut-être 6-7 ans. J'avais commencé par une butte de permaculture, ici, là, quelque part par là. Une vraie butte avec des bûches pourries dedans. J'avais creusé un trou, j'avais enlevé la terre végétale, j'avais remis des bûches pourries, du foin, plein de trucs. C'est un gars, un Hollandais qui a fait une vidéo que vous avez certainement déjà regardée qui explique comment on fait ça, des buttes de permaculture. Donc j'avais fait une butte comme ça et il avait dit ça dure 10 ans, vous allez voir. Ben moi ça a duré bien plus que 10 ans parce que regardez, les framboisiers se sont étendus partout et du coup maintenant il y en a 50 mètres carrés avec une belle consoude qui s'est installée toute seule en plein milieu. Alors ce sont des framboisiers qui font quelques petites cerises au mois de juin et puis surtout tout le gros de la récolte c'est en septembre, octobre, novembre. Pendant 3 mois on a des framboises tous les matins, un bon bol de framboises par jour, quoi. Donc ça se démerde tout seul sauf que regardez, les fougères se mettent dedans. Alors là, c'est à peu près propre. Mais j'ai passé 2 grandes longues journées à arracher toutes les fougères une par une, à leur faire de la place, à faire des petits chemins pour pouvoir aller récolter au mois de septembre quand les framboises seront mûres. Et puis, il faut que je surveille parce qu'il y a tout le temps, regardez, des nouvelles fougères qui repoussent. Alors moi, c'est la plaie dans mon terrain, c'est la fougère. La fougère, la ronce évidemment, mais la ronce à côté de la fougère, c'est rien du tout. Alors là, on descend, on va aller, vous allez voir, c'est la découverte que j'ai faite en visitant ce terrain pour la première fois, il y a une quinzaine d'années, ou une vingtaine d'années, je me souviens plus, et c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. Là, c'est d'autres fougères, une autre sorte de fougère qui démarre d'un pied comme ça, elles reviennent tous les ans, elles sont magnifiques, hein. Si vous connaissez la variété de ces fougères-là, vous le mettez en commentaire parce que j'ai pas eu le temps de chercher. C'est pas les mêmes que celles d'en haut. Celles d'en haut, c'est des fougères aigles. C'est celles qu'on trouve partout, dans les champs, partout, sur le bord des routes. Et là, regardez, quand j'ai vu ça en visitant le terrain avec le négociateur du notaire, je me suis dit, bon bah là, il n'y a pas de problème, je le prends. C'est un petit ruisseau. C'est un petit ruisseau qui coule normalement bien sûr toute l'année, tout l'hiver, tout l'automne, tout le printemps. Et en été, bah, vous voyez là déjà, ça fait peut-être, je sais pas, 8-10 jours qu'il n'a pas plu, ou il a un tout petit peu bruiné. Et ben voilà, j'ai fait un petit barrage ici, parce que ça c'est ma salle de bain d'été, il faut que je creuse un petit peu pour refaire bien le fond, que ce soit propre. Mais là, bah, ça commence à diminuer un petit peu le débit du ruisseau, de la rivière. Alors bon, il faudrait qu'il repleuve un petit peu, mais bon... Il a déjà pas mal plu. Est-ce que ça tourne? Ouais, c'est bon. Donc, on remonte maintenant du ruisseau. Alors, vous m'avez demandé, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé dans les commentaires la dernière fois, dans la vidéo où vous avez posé des questions, où je vous demandais, voilà, de quoi vous voulez que je parle, etc. Vous vous souvenez? Donc, dans cette première vidéo-là, il y a des gens qui me demandaient, alors comment tu fais pour l'autonomie? Bah, la première autonomie, c'est d'avoir de l'eau. C'est pour ça que j'ai pris ce terrain avec ce ruisseau. Sauf que l'eau, je m'en sers tous les jours pour aller chercher l'eau de la douche avec les arrosoirs. Je remplis 2 arrosoirs par jour. Mais c'est un petit peu compliqué d'aller chercher l'eau à l'endroit qui est en bas. Donc finalement, au bout de quelques années, j'ai fait creuser, je vais aller vous le montrer tout à l'heure, un forage. Alors voilà comment ça pousse en ce moment. C'est délirant, c'est voilà, il y a du... Alors ça c'est le gaillet gratron.
Ça fait des grands fils comme ça, heureusement qu'ils s'enlèvent assez facilement, mais ça recouvre tout. Ça recouvre même les fougères, ça grimpe sur les fougères. Là, derrière, là, vous ne le voyez pas, mais il y a un petit arbre à fleurs là qui est très joli, j'oublie son nom à chaque fois. Là, c'est des petites... des petits carrés potagers avec des fraisiers dedans. C'était Marianne qui s'était occupée de ça. Je les ai à nouveau désherbés là il y a quelques jours. Ils sont pas terribles, il faudrait que je les arrose un petit peu. Et là hier j'ai passé 3 heures à désherber tout ce grand rectangle potager là qui était envahi mais de chiens-dents, de la mâche, des petites mâches que j'avais semées, qui avaient très bien poussé. J'ai mangé de la mâche très longtemps, mais c'était monté en fleurs, ça avait fait toute une couverture. Donc j'ai mis tout ce que j'ai arraché, je l'ai mis en paillage là tout autour. Hier soir j'ai arrosé, et donc là les petits fraisiers, je pense qu'ils vont bien se développer maintenant. Voilà la mâche, vous voyez, ça c'est un petit reste de mâche. Et donc là, je pense qu'il va y avoir des fraises très bientôt. Alors vous allez avoir dans vos carrés potagers, si vous êtes vraiment à la campagne, de temps en temps un petit chêne ou un petit châtaignier qui va pousser. Vous le laissez un petit peu, le pauvre, faut bien qu'il grandisse, mais bon après il va pas pouvoir rester là. Alors je sais pas, on verra ce qu'on fait. Ça c'est une très belle plante, je sais plus ce que c'est. C'était Marianne qui avait planté ça ici, c'est joli, regardez. Ça fait un petit peu d'ombre pour les fraisiers, c'est pas mal. Alors celui-là, ce carré-là, je m'en suis pas du tout occupé. Et vous voyez ce que ça donne. Bon, là, il n'y avait pas de mâche, il n'y avait pas trop d'herbes adventices qui ont poussé, mais bon, voilà, ça envahit tout de suite. C'est le chien-dent qui revient d'en dessous. Le chien-dent qui fait des grands fils blancs, et voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà comment c'était, là, ici, dans les fraisiers. C'était comme ça. Voilà, ça, c'est un carré potager, hein, normalement, que je n'ai pas nettoyé cette année. Ça, c'en est un autre que j'ai nettoyé cette année. Il y a des pommes de terre dedans. J'avais mis là des petits plants de courgettes, un petit plant de courgettes qui a été complètement mangé par bon, pas trop les limaces, j'en ai pas trop, mais des petits rongeurs, des tas de bestioles qui non c'est les oiseaux qui l'ont mangé là, je crois que c'est les pigeons parce que c'était gratté, ils lui remettaient de la paille dessus, donc il a crevé. Alors ça, c'est un grand massif de ronces que je conserve précieusement parce que regardez, il fait des murs magnifiques, normalement tous les ans, mais là ça fait 3-4 ans qu'il n'y a pas eu de murs. Et là, j'ai l'impression qu'elles sont en train de se former parce que si les pluies ralentissent un petit peu, on va peut-être avoir des belles murs fin août, début septembre, pour faire un petit peu de confiture quand même, pour emmener au bateau. Alors, on continue la visite. Là, c'est un petit chemin que j'ai rénové hier, qui descend vers le ruisseau là-bas. Et voilà ce qui se passe dans les zones 5. Alors, les zones 5... Attendez, j'avais oublié de retourner. Le petit chemin qui va au ruisseau là-bas. Voilà ce qui se passe quand on ne fait rien. Quand on ne fait rien, les ronces poussent, les noisetiers poussent, le gaillet gratteron recouvre tout le reste, les ronces sortent, et là, il n'y a pas encore de fougères ici dans ce coin-là, mais bon, ça se saurait tarder. Et puis alors, il y a les genêts, les chênes, voilà, ça devient très vite de la zone 5. La zone 5, c'est là où on va jamais. Bon, là, je risque pas d'y aller, c'est impénétrable. Donc là, on suit le petit chemin pour aller à la serre. On va faire un petit tour vite fait de la serre pour que vous voyez. Donc, on parlait d'autonomie. Bon, l'autonomie, la première autonomie, c'est l'eau. Si vous pouvez trouver un terrain pas cher du tout, avec une maison à rénover, où il n'y a pas d'eau, bon, ça peut être une bonne affaire. Parce que vous pourrez toujours faire un forage. Mais si vous trouvez un terrain à vendre, avec une maison à rénover, et avec une source, oh ben alors là, il faut sauter dessus. Là, il faut sauter dessus immédiatement. Alors, dans la serre, regardez ce que ça a donné. La livèche, elle est toujours magnifique, elle s'occupe de personne. La consoude qui occupe ce coin-là, je l'ai laissé. Les raisins, ils ont pas mal grossi. On va peut-être avoir quelques grappes sur celle-ci, là. Je lui coupe assez fréquemment toutes les repousses qu'elle fait. Et de ce côté-ci, c'est le raisin muscat. C'est le très très bon raisin muscat. Malheureusement, on va avoir une grappe, 2 grappes, 3 grappes, 4 grappes. Bon, il y aura vraiment
pas beaucoup de raisins muscat pour se régaler. Mais bon. Alors ça, c'est les concombres. Bah, les concombres, ils sont beaux. Et le premier petit concombre, regardez, il est là. Il est là, en train de grandir. Ah ah ah. Alors, il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Mais bon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose du tout, nulle part, pour personne, dans la moitié nord de la France, parce que, regardez, il a fait froid, il a plu tout le temps, sauf dans la serre, évidemment. Dans la serre, je suis obligé d'arroser tous les 5 jours, j'arrose. Alors là, il y a quelques tomates quand même, des belles tomates bien vertes. Voilà, donc bon, je préfère les tomates mûres, mais bon, les tomates vertes sont là, elles vont peut-être mûrir un jour, j'espère. Il y en a pas mal, hein. Il y a quelques jours, il y avait juste quelques fleurs, mais là, ça commence à bien partir. Et là, bah voilà, c'est un petit peu la jungle, comme d'habitude. Donc, le tuyau est là, j'arrose. Les tomates sont belles. Là, les blettes, bah, elles sont totalement en graines. Je garde quelques graines. Là, je vais peut-être la couper un petit peu quand même. Mais je vais garder quelques graines pour donner aux voisins, aux amis. Là, encore une blette ici. Je suis pas sûr que ce soit une blette, ça. Elle est un peu bizarre. Elle fait pas des belles tiges blanches, vous savez, des belles quarts de rouge. Et puis, quand on les fait cuire, on peut pas manger les tiges. Les feuilles sont bonnes, mais ce qui attache la feuille au tronc n'est pas très bon à manger. C'est un peu fibreux. Bon, le pétiole. Alors ici encore, là il y a un peu de tout, beaucoup de tomates qui se sont ressemées toutes seules, hein, elles viennent pas toutes du paradis de l'Envaux, mais bon il y en a pas mal, et puis voilà, c'est à peu près tout. Le persil qui est comme un dingue évidemment, le persil, voilà, bon ça j'en mets évidemment dans chaque salade, et donc les salades, voilà, voilà comment elles ont jamais fait une pomme de salade, elles sont tout de suite montées en fleurs. Si vous savez pourquoi, vous m'expliquerez, parce que moi, je n'ai plus le temps de chercher toutes les solutions. Voilà, donc je prends quelques feuilles, des feuilles du bas de la tige, et puis je mange, voilà. Là, alors, par contre, le persil, ça, il y en a. Hein. Le persil, c'est assez difficile, mais là, moi, cette année, là, il marche très bien tout seul. Je l'arrose quand même de temps en temps, tous les 5 jours, 5-10 jours, à chaque fois que je passe par là. Et donc voilà, quoi. Donc ça, c'était la serre. Alors la serre, moi je vais vous dire un truc, hein, au point de vue autonomie, bah, la serre c'est indispensable. C'est indispensable parce que si vous n'avez pas de serre, bah, vous n'allez pas pouvoir faire pousser les choses qui ne poussent pas dehors. En particulier les concombres et les tomates qui, à la moindre humidité, attrapent l'oïdium ou le mildiou. Donc bah oui, première chose à faire pour avoir un peu d'autonomie, c'est acheter une serre. Mais bon, une serre, ça vaut 2000, 3000 euros. Donc c'est pas évident. Donc l'autonomie, bah on va en reparler parce que ouais, c'est un problème l'autonomie. Hein. Moi je dis pour l'instant, pour quelqu'un qui travaille seul dans son jardin, qui veut être autonome, on va dire pour 2 personnes. C'est 8 heures par jour de boulot, 5 jours par semaine. Il me semble, hein, parce qu'il faut cultiver de tout. Il faut avoir des œufs, il faut avoir des poulets si vous voulez manger un peu de viande, il faut avoir des bassins pour mettre du poisson si vous voulez manger du poisson, il faut avoir du bois, beaucoup de bois si vous voulez couper du bois pour avoir chaud l'hiver, parce que si vous n'êtes pas autonome en bois, vous n'êtes pas autonome tout court. Il faut avoir de l'eau évidemment, donc il faut aller chercher de l'eau, ou pomper, ou puiser. Donc tout ça, c'est pas évident. On va y revenir. Alors, attention. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Ah oui, il y avait comment choisir un terrain. Bon, bah, je vous ai donné le premier critère pour choisir un terrain, c'est d'avoir de l'eau. Le deuxième critère, si vous voulez habiter sur votre terrain, ce qui est quand même le b.a.-ba, le minimum vital, bah, il faut avoir quelque chose, une maison habitable déjà, ou bien une ruine qu'il soit possible de rénover, qu'il soit légalement possible de rénover, et puis, ou alors, rien. Si vous n'avez pas de maison, s'il n'y a pas d'habitat, s'il n'y a même pas une grange, rien dont vous pourriez changer la destination pour en faire une habitation, eh bien, vous ne pourrez pas habiter sur votre terrain.
Parce que légalement, mesdames et messieurs, je suis obligé de vous le dire, sur un terrain agricole, et en général quand on achète un terrain pour y cultiver, c'est des anciens terrains agricoles ou des terrains encore agricoles, sur un terrain agricole, en Bretagne, la légende veut que vous ayez le droit de faire 20 mètres carrés, c'est faux. Vous avez droit à un abri à outils de 3 mètres carrés en Bretagne. Vous vérifierez, hein, vous vérifierez vous-même, peut-être que ça change selon les communes ou selon les régions, mais c'est très difficile, en restant dans la légalité, de construire quelque chose sur un terrain qui n'est pas constructible. Voilà. Alors, il faut que vous preniez contact avec Désobéissance Fertile, qui est une association. Ils essayent de construire des maisons sur des terrains qui ne sont pas constructibles. Ils construisent des maisons qui sont démontables entièrement. Renseignez-vous, Désobéissance Fertile, et là vous allez trouver des solutions. Parce qu'il y en a des solutions, mais je ne vous en parle pas ici. Ça, c'est le forage. Alors le forage, c'est un trou très profond qui va à 30 mètres ou 40 mètres au fond de la terre, et sur lequel, moi, personnellement, j'ai pris la décision de mettre une pompe à main. Et j'ai trouvé sur le Bon Coin un lavoir d'occasion que j'ai amené ici dans une remorque prêtée par des amis, et je l'ai déposé ici, de manière à ce que quand je pompe ici, de l'eau coule là-bas, dans le lavoir, et quand le lavoir est rempli, j'ai deux vannes ici, une vanne qui va vers la cabane, celle-là, et une vanne qui va vers la serre, celle-là. Et à partir de là, je peux soit aller arroser dans la serre, avec le contenu du lavoir, soit aller remplir là-bas près de la maison, une baignoire, qui me fait une réserve d'eau, baignoire que je peux soit utiliser pour prendre des bains si jamais un jour il va y avoir du soleil, mais que je peux utiliser aussi pour vider la baignoire qui vient d'ici, du lavoir. Je vide la baignoire dans un tonneau qui est près de la maison là-bas, et le tonneau il est raccordé à une pompe à main, une deuxième pompe à main, qui va directement sur une cuvette en cuivre que je peux remplir d'eau pour faire la cuisine ou la vaisselle. Wow, c'est un petit peu compliqué, mais bon. Alors, où est l'accès? L'accès de la maison, il est ici. Enfin, l'accès au terrain, il est ici. Et donc, il y a une toute petite route là-bas. Bon, j'ai fait une chicane de manière à ce que, à avoir un petit peu de distance vis-à-vis de la route. Et là-bas, tout au loin, vous voyez, il y a la route, une toute petite route, où il y a de temps en temps une voiture qui passe et de temps en temps le tracteur de l'agriculteur qui est un petit peu plus loin. Alors, je vais régler à 0,7. Voilà. Alors ici, ça, je viens jamais là-dedans. J'y viens de temps en temps l'hiver pour aller... quand il y a un arbre qui tombe, j'y vais pour désosser l'arbre et faire du bois. Mais sinon, c'est impénétrable tout ça. Il y a des fougères, il y a des ronces, il y a des grandes graminées, des dactyles comme ça. Il y a des anciens pommiers là qui longeaient la route. Tiens, voilà une voiture qui passe, vous voyez. C'est pas vraiment le grand trafic. Donc il y a quelques pommiers qui donnent des bonnes pommes, mais qui sont tous en train de crever parce qu'ils sont très très vieux. Là, il y a une haie de sureaux. Les sureaux qui sont des arbres très utiles, ils font des baies de sureaux avec lesquelles on peut faire plein de trucs, vous regarderez sur internet, sureaux, et puis voilà, c'est à peu près plein de trucs, non, c'est plutôt les baies de sureaux, les fleurs de sureaux, bon, etc. Alors ça, regardez, ça je vous montre, je zoome un peu parce que c'est intéressant, ça ce sont des chênes trogniers. C'est-à-dire des chênes qui servaient dans le temps à faire du bois. Tous les 5 ans, on coupait le tronc du chêne à 1,50 m, 2 mètres de hauteur, en lui laissant 1 ou 2 branches. Toutes les autres branches, on les coupait. Ce qui fait qu'au bout de 5 ans environ, le chêne avait refait des belles branches de
15, 20, 25 cm de diamètre, juste ce qu'il faut pour faire du bois de chauffage. Et donc tous les 5 ans, on venait couper les grosses branches qui étaient bonnes à couper, on laissait les plus petites pour la fois d'après. Ça s'appelait des trognes, ça s'appelle des trognes, voilà. Et donc ces arbres-là, ils n'ont pas été trognés depuis probablement une 50aine d'années maintenant. Donc les branches sont beaucoup trop grosses pour pouvoir les couper. N'empêche que sur certains, il y a des petites branches, vous voyez celui-là par exemple, là. Il y a des branches qui font 10-15 cm de diamètre, qui sont bonnes pour faire du bois. Et si je laisse 1 ou 2 ou 3 grosses branches, eh ben, j'ai suffisamment de bois pour me chauffer l'hiver. Donc c'est un deuxième critère, ça, très important, d'autonomie, après l'eau. C'est le chauffage. On est dans des régions où il ne fait pas chaud. Regardez comme c'est beau. On est dans des régions où il ne fait pas chaud, et donc on a besoin de chauffage. Donc la base de tout, c'est d'avoir un poêle à bois, évidemment. Donc mettre une cheminée ou dans votre cabane, vous mettez un tuyau de poêle qui sort dehors, qui traverse un mur et qui monte avec un coude. Et puis dans votre poêle, bah, vous mettez votre propre bois. Alors déjà, rien que ça, faire du bois pour l'hiver, comme disent les paysans, comme disent les gens de partout dans les campagnes, ça réchauffe 2 fois. Je peux vous dire, ça réchauffe même 3 fois. Pourquoi? Bah parce qu'il faut grimper dans les arbres, aller couper les branches, faire tomber les branches par terre. Ensuite, il faut couper les branches en petits morceaux, les emmener pas trop loin du poêle, près de la cabane ou près de la maison, ou près de la yourte, ou près de n'importe quel élément pour habiter que vous avez construit. Et après, il faut le fendre, donc ça fait 1, 2, 3, ça fait 4 opérations déjà. Grimper aux arbres, couper la branche en petits bouts, faire les... voilà, ça réchauffe 5, 6 fois, quoi. Parce qu'après, il faut transporter le bois depuis là où vous l'avez coupé ou fendu jusqu'à là. Enfin bon, c'est des heures et des heures de travail. On n'arrête pas, on fait que ça. Bon, là, on est où, là? Là, on est dans un petit terrain que je suis en train d'aménager. J'allais dire aménager, mais non, j'ai défriché. Alors, regardez. Avant, après. Avant, après. Bah oui, c'est ça, hein. Là, tout ça, tout ce foin là, c'est de l'herbe, c'est du chien-dent, c'est de la fougère, broyée, coupée en petits morceaux. Je suis passé, avant de passer avec la débroussailleuse à roues, je suis passé à la faux. Parce qu'à la faux, on arrive bien à couper les... quelqu'un m'a demandé de vous faire une vidéo sur le fauchage. Je vais la faire un de ces jours quand j'aurai le temps. Mais là, pour l'instant, on en est là. Donc cette zone-là, bah, ça peut être une zone, si vous voulez venir cet été, je sais pas, on n'est pas en été encore, on en est loin. Hein. On est le 6 juillet, donc c'est pas le 5 juillet, donc c'est pas encore l'été aujourd'hui. Hein. Mais le jour, si un jour il y a un été, eh ben peut-être vous pouvez venir camper là si vous voulez. Moi, si ça vous dit, on fait connaissance, vous installez, comme je vous ai dit l'autre jour, hein, vous restez. Le principal, c'est que vous soyez autonome. Si vous venez pour si vous venez pour avoir des conseils, pour discuter, évidemment, je suis largement preneur. Mais ce qu'il faut, c'est que vous ayez déjà cette envie d'être autonome. C'est-à-dire que si vous venez en campeur, que vous puissiez rester le temps que vous restez, sans avoir besoin de dépendre de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Et donc je vous apprendrai à pomper, je vous apprendrai à planter un arbre si vous voulez, etc., etc. Alors là, on est où? On est un peu dans la jungle. Là, j'ai mis des... Ça, c'est... Oh, c'était avec Marianne, on avait fait ça. On avait planté des... Regardez, elles ont bien marché. Ce sont des murs sans épines. Mais il n'y en a pas. Elles ont pas fructifié. Pourtant, elles sont bien. Là, je les ai dégagées. Je leur ai enlevé. Bon, c'était comme ça hein, quand je suis arrivé. Fin mai, c'était comme ça. Je les voyais plus. Hein, je savais pas. J'ai mis longtemps à les trouver, hein, les mûriers là. Voilà, il y en a un là, il y en a 6 normalement. On en avait mis 8 et je crois qu'il en reste 6. Et là, les fougères se remettent, hein, évidemment, parce que là, j'ai fauché la fougère, mais la fougère repousse. Là, j'ai fauché il y a quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines, elles sont revenues comme
comme avant, quoi. Donc là, on est un petit peu dans la jungle. Alors je peux pas rentrer là. Regardez ça. Regardez, c'est pas possible. On peut pas passer, quoi. Ah, je vois, qu'est-ce que c'est là-bas? Ah, c'est un... Ah, c'est pas un cognacier, ça? Si, si, il a l'air d'avoir des fruits un petit peu, tiens. Regardez. Où est-ce qu'il est? Ouais, ouais. Ouais, il a des fruits, c'est pas mal. Hop. Voilà. Donc là, il y a des arbres qui commencent à dépasser les plus grandes fougères, donc c'est bien. Ça, c'est un petit amélanchier. Alors, il paraît que les amélanches, enfin, c'est Damien Decars qui dit ça, il paraît que c'est bon. Donc, on verra. Et là, on est en train de faire le tour du terrain. J'ai pas fait tout le tour, mais bon. J'ai fait des petits chemins pour faire tout le tour. Vous verrez ça si vous passez. Et là, on arrive ici. Là, ça, c'est un pommier de pépins. Ouais, c'est un pommier sauvage, lui. Alors, je suis curieux de voir quel genre de pomme il va faire. Il n'y a pas de pommes cette année. Il y a très peu de pêche. Ça, c'est un très très beau pêcher, mais il n'a pas fait une pêche. Alors ça, c'est un truc. Ah, faut que je le montre quand même. Hein. Damien Decars, j'ai planté un chèvrefeuille au pied de mon cerisier. Sauf que le chèvrefeuille, il est tellement plus costaud que le cerisier qu'il grimpe jusqu'en haut. Et du coup, le pauvre cerisier, il a plus beaucoup de feuilles sur ses branches, quoi, tu vois. Donc, il va falloir que je le nettoie. Donc, c'était pas vraiment une bonne idée parce que, du coup, je suis obligé de couper à ras. J'en ai mis partout. À chaque cerisier, j'ai mis un chèvrefeuille. Donc, je suis obligé de couper plusieurs fois dans l'année le chèvrefeuille à ras pour pas qu'il envahisse complètement le cerisier. Alors, ce que j'aime bien sur ce terrain, ce que j'ai fait, c'est de faire des petits endroits pour se poser un petit peu, parce que j'aime beaucoup me poser. Moi, je m'arrête tout le temps quand je bosse. Et donc, je m'arrête environ une demi-heure, toutes les demi-heures à peu près. Donc, voilà un petit coin où j'aime bien me poser là. Je viens de le tondre, donc c'est tout joli. Parce que sinon, c'est toujours pareil, hein. Avant, après. Hein, c'est toujours pareil, hein. Voilà, c'était comme ça, hein. Et là, bon bah là, voilà, on arrive, on a fait le tour. Ah non, ce que je vous ai pas montré, c'est la grande zone 5 qui est ici, de l'autre côté d'un fossé. Ah, je sais même plus par où il faut passer, tiens. Peut-être un petit peu plus loin. Parce que, alors celle-là, cette zone 5 là, je n'y vais jamais. Zone 5, c'est des définitions de permaculture, hein, c'est pour regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elles font la barrière, tu sais. Il faut que tu payes pour passer. Non, c'est pas là. Où est-ce qu'on passe? Ça a tellement poussé que je vois même plus le passage pour traverser le fossé. On va passer par ici. Attention, ça pique. Ouais, voilà. Oh là là. Ah, faut pas que je me casse la gueule avec le téléphone. Alors le fossé, bah il doit être sec là, je pense. Hein. Voilà. Bon, je vais pas traverser complètement. Ouais. Le fossé est sec. Alors là, tout l'hiver, ça coule ici. Quand il y a une grosse averse, ça coule. C'est un fossé qui vient des champs au-dessus et qui se déverse dans la petite rivière. Et donc là, voilà, je vais juste traverser, mais je vais pas rentrer. Je vous montre. Voilà, tout ça, c'est de la zone 5. J'y suis allé un petit peu cet hiver parce qu'il y avait un chêne qui était mort, qui était tombé. J'en ai fait du bois de chauffage. Je l'ai complètement brûlé, consommé. Et donc là, regardez ça, comment ça pousse. Oh là là. C'est que de la fougère là-dedans. Alors la fougère, tous les ans, enfin tous les automnes, elle sèche, elle tombe, elle se couche. Elle fait une couche de terreau sur le sol, et puis au printemps d'après, allez hop, il y a une nouvelle génération de fougères qui repousse et qui refera une nouvelle couche de terreau à l'automne d'après. Mais bon, je suis pas sûr que le terreau issu de fougères comme ça, où il y a que de la fougère, je ne suis pas sûr que ce terreau-là fasse de la terre de bonne qualité. À mon avis, ça fait des terres
des terres acides qui sont pas très propices au jardinage. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai jamais très bien compris cette notion de... Oh la vache. Cette notion d'acidité de la terre. Vous savez, dans certaines terres, on peut cultiver telle chose. Dans d'autres terres, on peut pas cultiver. Je sais qu'ici, en Bretagne, dans la plupart des champs, depuis que l'homme cultive ici dans le coin, c'est-à-dire ça fait pas mal de temps, à part le sarrasin, qui est une plante extrêmement rustique, qui pousse partout et qui en plus a la capacité d'éliminer la concurrence. Quand vous mettez un champ de sarrasin, il n'y a pas besoin de traiter, il n'y a rien en dessous. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de fougère qui pousse, il n'y a rien. Il y a un mot, vous chercherez le mot, je ne le retrouve pas tout de suite ici. Il y a un mot un petit peu scientifique qui signifie une plante qui élimine les autres plantes. Et donc là, bah voilà, alors j'ai vendu ma petite Panda il y a presque un an maintenant. J'ai repris une petite 106. J'ai l'impression que je ne vais pas avoir changé de voiture, c'est parfait. Et là, c'est le système que je vous expliquais tout à l'heure. Le tuyau, ici, le tuyau d'arrosage qui est ici, il vient du lavoir par l'intermédiaire d'un tuyau de 30 au début et d'un robinet qui est au milieu du champ là-bas. Mais ça, c'est l'eau du lavoir qui coule ici quand j'ouvre la vanne que je vous ai montré tout à l'heure. Et le tuyau d'arrosage, je le mets ici, dans cette baignoire, qui se remplit presque jusqu'en haut, dans laquelle on peut se baigner quand il fait 28, c'est-à-dire une journée ou deux dans l'année. Et ici, il y a un autre tuyau d'arrosage qui revient vers la cabane, zone 5, zone 5, zone 5 partout, qui revient vers la cabane, et voilà, qui est roulé ici, et que je peux dérouler pour aller remplir le tonneau. Je vais vous expliquer pourquoi il y a deux tonneaux en ce moment. Mais je remplis ce tonneau-là, qui, avec un tuyau, passe sous la maison, et arrive ici, dans la cuisine, sur une pompe à main, dans une bassine en cuivre. Et donc avec cette bassine en cuivre, ou en mettant le broc sous le robinet de la pompe, eh ben j'ai de l'eau courante dans la cabane. Elle est pas belle la vie? Donc je vous conseille, pour acheter votre terrain, d'avoir soit un terrain avec une source, soit un terrain où il va falloir prévoir le budget pour faire un forage. 5 000 € il y a une dizaine d'années pour le forage, donc vous pouvez compter 10 000 je pense aujourd'hui. Donc ça c'est une chose pour l'eau. Ensuite, il vous faut un terrain avec du bois, avec des arbres, des gros arbres, des petits arbres qui vont pousser, qui vont faire des gros arbres qui vous permettront d'aller chercher du bois pour vous chauffer. Ça, pour moi, c'est capital d'avoir chaud l'hiver. Parce que sur le poêle, il faudrait que vous preniez un poêle avec un dessus plat. Comme ça, vous posez votre bouilloire et vous avez de l'eau chaude. De l'eau chaude gratuite, puisque de toute façon, il faut chauffer la maison l'hiver. Donc, vous avez de l'eau chaude gratuite pour prendre votre douche et pour faire votre vaisselle. Donc ça, il faut du bois. Voilà, je vous montre lui, là. Lui, c'est un grand chêne où j'ai installé un petit coin là. Si vous passez, on se fera un petit apéro ici. Et donc, le grand chêne qui est ici, c'est une ancienne trogne également. Celui-ci ici aussi, à côté, c'est une ancienne trogne. Et donc, ils ont des grosses branches qui ont poussé depuis 50 ans, qui sont énormes, mais ils ont aussi toutes ces petites branches-là, que je ne coupe pas pour faire du chauffage, pour me chauffer, parce que ces branches-là, elles font, regardez, un abri magnifique, avec une vue extraordinaire, quand on prend l'apéritif ici dans le salon de jardin. Mais ces branches-là, si c'est un chêne qui est plus loin là-bas ou à la périphérie de votre terrain, eh ben vous pouvez lui couper une branche ou deux de temps en temps, et ça vous fait du bois pour la semaine ou pour le mois. Et là, vous êtes heureux. Donc, de l'eau. Si vous prenez un terrain avec un ruisseau comme moi, bah, faut savoir que le ruisseau, il est en bas. Il sera forcément au point le plus bas de votre terrain. Il va pas être en haut. Et donc, il va falloir aller trouver un système pour aller chercher de l'eau, soit à la main avec des arrosoirs, soit avec une pompe. Mais une pompe, il faut de l'électricité. L'électricité pour une pompe, ça consomme beaucoup d'électricité. Il faut plusieurs centaines de watts pour une pompe qui remonte de l'eau de ne serait-ce que 5-6 mètres.
Donc pour avoir 500-600 watts, il faut beaucoup d'électricité, donc beaucoup de panneaux solaires et au moins 2-3 batteries. Donc ça revient cher, c'est encore une installation, comptez encore, allez, 5 000 € à la louche. Donc tout ça, ça vous dit une chose qui est très importante. C'est que l'autonomie, je suis désolé de vous l'apprendre, mais ça peut exister de plusieurs manières. Ça peut exister d'abord si vous avez tous les budgets qu'il faut pour mettre en place toutes les techniques nécessaires pour avoir de l'autonomie en eau et en chauffage. C'est-à-dire il faut du matériel, il faut une tronçonneuse, il faut des brouettes, il faut peut-être une fendeuse si vous avez besoin de beaucoup de bois, ou sinon il faut savoir bien fendre le bois. Pour l'électricité, il faut des panneaux solaires, etc. Il faut tout un matériel. Pour un forage, c'est tout un investissement. Donc déjà, rien que pour ça, malheureusement, il faut avoir les budgets pour investir. Donc voilà, donc ça c'est la base de l'autonomie. L'eau et l'énergie. L'eau et le chauffage. L'eau, le gaz et l'électricité finalement. Les trois choses qu'on ne peut pas obtenir si on n'est pas autonome autrement qu'en payant. Qu'en payant avec la monnaie officielle, la monnaie des banques. C'est-à-dire l'eau, l'électricité, vous pouvez produire vous-même, et le gaz, ça peut être le chauffage de votre poêle. Vous n'avez pas besoin de gaz à ce moment-là. Évidemment, vous pouvez aller acheter une bouteille de gaz au Super U si vous voulez avoir un réchaud à gaz. Mais vous pouvez faire toute votre cuisine sur votre poêle si vous voulez aussi. Ou vous pouvez avoir une cuisinière à bois. Ça coûte une bouchée de pain sur le Bon Coin, les cuisinières à bois dans le temps. Il y en a pas mal à vendre de temps en temps. Ou sinon, vous prenez un poêle avec une surface plane sur le dessus. Donc voilà, après on va pouvoir parler d'autonomie alimentaire. Alors l'autonomie alimentaire, moi je peux vous le dire, ça dépend ce que vous mangez. Ben oui, parce que si vous voulez manger de la viande, du poisson, des légumes, du fromage et du pain, ben il va falloir produire tout ça, bon gars. Et ça, produire tout ce que je viens de dire là, c'est beaucoup de travail. La meilleure manière de s'en apercevoir, c'est de constater que les gens qui produisent du fromage, ils passent leur journée à produire du fromage. Les gens qui produisent des légumes, ils passent leur journée à produire des légumes, etc., etc. Donc, le conseil que je vous donne pour terminer cette vidéo, avant de regarder le générique dans lequel il y aura les noms de tous les gens qui ont posé des questions à ces sujets-là et de tous les gens qui m'ont donc inspiré pour toutes ces réponses. Eh bien, la première chose à savoir, c'est que si vous voulez être autonome, il va falloir vous faire un réseau autour de vous. C'est-à-dire, il va falloir trouver un copain pas loin qui fait des yaourts, du fromage, du beurre, toutes les choses que vous aimez bien. Il va falloir trouver un autre copain qui passe ses journées à produire tous les légumes que vous ne savez pas produire, parce que c'est un petit peu compliqué de produire des concombres en début de saison. Moi, je vais avoir des concombres, mais je vais les avoir au milieu du mois d'août. Je vais avoir des tomates, mais je vais les avoir au milieu du mois d'août. Et puis, ça ne va pas durer longtemps, ça va durer un mois ou deux. Donc, si vous aimez bien les tomates au mois de juin, il faut trouver un copain qui cultive de la tomate et qui sait faire des tomates au mois de juin. Et si vous n'êtes pas là l'hiver ou si vous n'avez pas envie de sortir l'hiver pour faire du jardinage, il va falloir trouver quelqu'un qui va avoir des choux, qui va avoir des pommes de terre, qui va avoir des poireaux, qui va avoir des carottes tout l'hiver. Et ça, c'est du boulot. Il va falloir trouver quelqu'un d'autre qui fait du bon poulet, de la bonne viande si vous aimez la viande, pour pouvoir lui acheter sa production. Parce que vous n'allez pas vous mettre en plus à faire du poulet et à manger des poulets. Parce que ça, c'est encore autre chose de bien plus compliqué. Vous pouvez apprendre à le faire aussi. Vous pouvez apprendre à être autonome au niveau des poulets. Dans le temps, les paysans, ils tuaient le poulet, ils déplumaient le poulet, ils grillaient le poulet, ils cuisaient le poulet, ils mangeaient le poulet. Et ils avaient leur petit jardin pour avoir des légumes. Et ils mangeaient les radis, les salades du jardin. Ça, c'était de l'autonomie. Mais là, si vous voulez avoir de l'autonomie et manger à votre faim, et si vous êtes plusieurs à la maison, ça va être beaucoup de travail. Alors, il y a une autre solution. C'est comme pour l'argent, c'est comme pour la monnaie. À quel moment vous pouvez dire que vous êtes riche? C'est une bonne question, ça. À quel moment pouvez-vous considérer que vous allez pouvoir dire « Bon, là, j'ai pas besoin de plus, je suis riche ». Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de décision.
Si vous voulez être riche, il suffit de dire « j'ai assez ». J'ai assez avec un RSA, j'ai assez avec un chômage, j'ai assez sans argent. Mais là, vous arrivez au cœur du problème, qui est de savoir est-ce que vous avez travaillé sur vos propres besoins. Et donc au niveau de l'autonomie alimentaire, c'est la même chose. Est-ce que de quoi vous pouvez vous contenter? C'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que vous allez être content? C'est ça, se contenter. C'est pas de la pauvreté, c'est pas renoncer à quoi que ce soit, c'est décider d'être content. Ah, c'est pas évident. Bon, mettez des questions, parce que là, vous devez avoir plein de questions. Je ne vais pas me lancer là-dedans cette fois-ci. Donc, je vais couper là. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et si vous avez des questions sur comment réussir à se contenter, bah, mettez-les en commentaire. Et puis, on en reparlera une autre fois. Ou si vous passez, dire bonjour. Ok. Donc, moralité, l'autonomie alimentaire, c'est pas évident. C'est pas tout seul. Il faut au minimum avoir un bon marché près de chez vous, un marché avec des marchands de légumes, pas des commerçants de légumes, avec des producteurs de légumes, des gens qui produisent leurs légumes et qui viennent les vendre sur les marchés, que vous connaissez personnellement, chez qui vous êtes allé, avec qui vous avez parlé, que vous avez vu travailler. Le secret de l'autonomie, c'est ça. C'est d'avoir des copains et des bonnes relations avec le maximum de gens possible, de manière à, au contraire, ne pas être en autarcie, être autonome autant que possible, mais ne pas être isolé. Isolement et autonomie, c'est incompatible. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez compris un petit peu des trucs. Je vous souhaite une bonne journée et là-dessus, ciao ciao, à la prochaine fois.